Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la succession de Françoise Fournier à la tête de la mairie de Douala 5e se pose comme un impératif un jour après son inhumation. La réglementation en vigueur prévoit que des élections soient organisées 60 jours après la disparition du titulaire. Et là, nous allons vous donner le mot, mais également les contours de ces élections dans ce journal. En politique, le RDPC a 30 ans le 24 mars prochain, c'est-à-dire demain. Alors, quel bilan peut-on faire de ces années d'existence du parti au pouvoir? Le RDPC est-il un parti-État? Peut-on dissocier le RDPC du pouvoir exécutif? Voilà entre autres questions que nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse dans cette édition d'information. Et enfin, à l'étranger, Karim Wade condamné à 6 ans de prison, mais également à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Ainsi en a décidé la justice sénégalaise ce jour. Il faut noter que le fils de l'ancien président du Sénégal est poursuivi pour enrichissement illicite. Voilà pour les titres. Eh bien, nous ouvrons cette édition d'information par ces faits de société avec notamment cette découverte macabre faite à Tchang. C'est le chef-lieu du département de la Ménoise. C'est le corps d'un enfant âgé d'environ 7 ans qui a été découvert avec certains de ses organes enlevés, entre autres le sexe, la langue. Cette découverte macabre a été faite par nos reporters Viviane Kamoa et Letkré Sakem. C'est en jouant autour de cette maison en terre battue que des enfants ont découvert les restes de Briol 7 ans. La horde de mouches qui recouvre son corps laisse transparaître l'état de putréfaction avancé. L'examen préliminaire du corps montre que les yeux, la langue et le sexe ont été retirés par des personnes non identifiées. Des individus qui seraient repartis à la hâte, abandonnant derrière eux quelques objets de nature à s'interroger sur le but de ce crime. Mais les parents, inconsolables, disent attendre les résultats de l'enquête. C'est lorsqu'on va maintenant porter l'enfant, le docteur viendra ici, il nous dit ce qu'on a fait l'enfant, on a tué, c'est non tué. Selon des informations recueillies sur place, Briol, 7 ans, a quitté le domicile familial une semaine avant sa mort. Les différentes battues organisées par les parents sont restées infructueuses jusqu'à cette découverte macabre. On n'a pas vu l'enfant, on informe maintenant la population. On est sorti, on cherchait l'enfant en disant que peut-être l'enfant l'a quelque part parce que ce sont des enfants qui restent toujours presque à la maison. On n'a pas vu l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, on a signalé à la police, bon, on négligeait en sachant que l'enfant va venir, puisque ce sont les enfants qui restent toujours à côté de la maison. Bon. En attendant les résultats de l'enquête, le corps a été déposé à la morgue. Toujours dans ce registre de l'insécurité, cette fois dans la ville de Yaoundé, c'est le bureau du vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui a été victime d'actes de vandalisme. Les cambrioleurs ont détruit tout sur leur passage, comme l'indique ce reportage de Joël Essengue et Yannick Mazoua. Vitres cassées, portes forcées, la vue de l'extérieur définit le décor qui accueille le reporter à l'intérieur du bureau du vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Valises éventrées, tiroirs endommagés, dossiers éparpillés, véritable désordre qu'ont laissé derrière eux les auteurs de cette situation. Ce matin, on nous appelle par rapport au bureau du vice-président de la commission, le professeur Mangeko Bila, qui a été vandalisé. On a cambriolé, on ne sait pas si c'était dans la nuit de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi. Mais toujours est-il que nous sommes venus ce matin, on a constaté que les gens sont passés par la fenêtre et ils ont tout saccagé dans le bureau. À en croire le secrétaire général, ce n'est pas la première fois que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés est victime d'un tel acte. Le 20 décembre 2014, juste après la session de la Commission, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le Dr Tchemuta Divan Banda, a été victime d'agression par 5 personnes à son domicile, où on lui a pris de l'argent, on a pris des choses, et il a même été un peu blessé.
Et le 10 février, dans la nuit du 10 au 11 février 2015, nous nous sommes rendus compte que certaines voitures de la commission étaient vandalisées, notamment les vitrines ont été cassées. Mais pour l'instant, difficile d'évoquer la thèse de représailles. Jusqu'ici, vraiment, je ne peux pas comprendre parce que nous sommes dans la routine, nous sommes dans notre travail quotidien. Je ne pense pas que la commission ait des représailles à attendre de qui que ce soit et surtout pas des individus. En attendant, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés demande du gouvernement une protection officielle. Intéressons-nous à présent à cet accident grave de la circulation survenu sur la falaise de Chang au vu de l'état de du camion de transport qui transportait des produits brassicoles. Vu l'état de ce camion, il y a lieu de penser qu'il y aurait eu des pertes en vie humaine au cours de cet accident de la circulation. Aïk Cyril nous en dit plus dans ce reportage. Difficile d'imaginer que les occupants de ce véhicule ont survécu. Nous sommes sur la falaise à 17 km de Sangchou, 33 km de Melon. Le contenu du véhicule, ou ce qui en reste, est déversé au sol, alors que le camion lui-même a les roues en l'air. Ces sandales, retrouvées dans les herbes, attendent un propriétaire qui ne reviendra peut-être plus jamais. Les circonstances exactes de cet accident de la circulation restent inconnues, même si les pneus usés du véhicule peuvent être considérés comme piste de solution. Le drame s'est produit à un virage, assorti d'un pont qu'il n'est toujours pas aisé de négocier, la route étant non matérialisée. Comme ce camion sur lequel je me trouve avec les roues en l'air, beaucoup de véhicules qui empruntent cet axe risquent de se trouver dans cette même situation si les autorités ne se réveillent pas. Sur la falaise, à 17 km de Sangchou, Georges Mitirandam, Aïk Cyril pour Equinox Télévision. Actualité autour des obsèques de Françoise Phoning dans ce journal pour dire qu'une fondation verra le jour et portera le nom de la défunte maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. L'annonce a été faite par son fils, c'était au cours de son inhumation. Les précisions avec Eric Fernand-Kwamo à Exilé. Françoise Phoning, sous les couleurs nationales dans son village natal. La présence du président national du RDPC aurait fait l'événement. Françoise Phoning, que nous accompagnons aujourd'hui, appartenait à cette race de militants d'exception. Donc, le nom sera à jamais gravé au panthéon des grandes figures politiques. Mais on s'est contenté d'un invité surprise. Une pluie qui a arrosé de ses larmes le village Johnny Balin, comme si la nature disait elle aussi « Adieu maman Phoning, ma Fonkonla ». Ma Fonkonla, distinction traditionnelle, exprimant l'amour d'une mère pour les siens, ce visage de Françoise Phoning a été occulté. Sa dépouille aurait dû être enveloppée de tenues traditionnelles, en plus du drapeau national, selon des spécialistes. Mais le caractère officiel de ces obsèques a pris le pas. Le président de la République, quand il pose un tel acte, il n'agit pas comme président du RDPC. Il agit comme président de tous les Camerounais qui décide de distinguer de manière particulière une citoyenne camerounaise qui a bien servi son pays. Sous les tentes aménagées, les membres du gouvernement, avec en tête le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État. Dans la tribune, on reconnaît ses proches collaborateurs. Les femmes chefs d'entreprise du Cameroun, toutes vêtues de noir, et les dames du CERAP, le cercle des amis du Cameroun. Cette femme a été fidèle, elle est restée fidèle au régime. Et l'enseignement que j'ai particulièrement, c'est que la fidélité finit toujours par payer. La dimension de cette femme n'était pas seulement au Cameroun. Moi, je pense que si quelqu'un a fait la publicité, quand on enlève les jouets qui jouent au stade et beaucoup de monde sont là, c'est Madame Phoning. Je peux tout simplement dire que nous venons de perdre une femme d'une dimension exceptionnelle. Je dis bien une dimension exceptionnelle dans tous les domaines. Domaine politique,
domaine économique et domaine familial. Elle était pour moi une sœur, surtout qu'elle avait été adoptée par mon père, qui l'a pratiquement lancé dans la politique. Et c'est vous dire combien ce que je ressens à ce moment. Écoutez, une femme vraiment très très entreprenante et qui avait un grand souci de, disons, de toutes les personnes qui avaient des problèmes et qui cherchaient à entourer tout le monde, à les aider et surtout qui donnait plus qu'il ne recevait. Et c'est pour ça que finalement on a dit d'elle que c'est une femme au grand cœur. Je crois que c'est vraiment une femme au grand cœur. 15 000 personnes étaient annoncées. À peine 5 000 sièges occupés aux obsèques de Françoise Phoning, mobilisatrice du RDPC. Et puis c'est Kavou qui l'accueille. 100 millions de francs CFA, coût de réalisation. Des voix se sont élevées pour dénoncer une surévaluation. Passé cette polémique, l'essentiel. Les portes des cieux s'ouvrent définitivement à Françoise Phoning dans la stricte intimité, en attendant la mise sur pied d'une fondation qui portera le nom de l'illustre disparu et qui sera basée à Bépanda, à Douala. Françoise Phoning, on ne la verra plus jamais. Eh bien, Françoise Phoning laisse un vide qu'il sera difficile à combler aussi bien chez ses proches collaborateurs de la commune d'arrondissement de Douala 5e qu'au sein de sa formation politique, le RDPC, avec Cyril et Carlos Pino. Françoise Phoning repose désormais à Baleng, son village natal. L'ex-maire de Douala 5e avait été fauché par un accident de la circulation sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Nous sommes partis de Yaoundé pour Tchang, on allait à Ndeye. L'accident est survenu aux environs de 7 h du matin. C'était sur l'axe de Bebda. Nous avons été surpris de voir surgir devant nous une moto qui était complètement cachée derrière un camion qui allait dans le sens inverse que nous. Au moment où nous arrivions près du camion, la moto donc a surgi devant le véhicule. Le chauffeur n'ayant pas eu le temps nécessaire de pouvoir l'esquiver, finalement l'a percuté. Et la direction de notre véhicule en a pris un coup, ce qui a entraîné le véhicule hors de la chaussée. C'est comme ça que nous sommes retrouvés dans la brousse. Depuis lors, l'avenir de ses proches collaborateurs à la mairie de Douala 5e est incertain. C'est pas facile pour moi. Il y a beaucoup de gens qui voient mes enfants, ma femme. Qu'est-ce que ton mari va devenir quoi? Ça frustre même les enfants. Tu es obligé de faire une petite réunion chez moi pour dire aux enfants que venez rester tranquille. Elle m'a laissé un matricule. Je suis employé à la mairie de Douala 5e. Je vais continuer à exercer. Si le maire qui est là est prêt à faire avec moi, je dois me prier et faire rien que mon travail. Au sein du RDPC, la disparition de Françoise Phoning crée un vide qu'il sera peut-être impossible de combler. Il y a des coups qui arrivent, on n'a même pas encore pris conscience du coup. Tellement il est rapide, il est fort, il est profond. C'est pas facile de remplacer les spécimens, c'est-à-dire ces créatures qui sont uniques en leur genre. Même si on s'aventure dans l'imitation, on ne pourra pas atteindre ne serait-ce qu'une pâle copie. Mais l'espoir demeure tout de même. Il y a la jeunesse montante là, la jeunesse montante. Il y a des militantes qu'elle a formées, qui continuent d'être formées. Je leur demande seulement à tous ces militants, hommes et femmes, de s'oublier pour le parti. Françoise Phoning a été couverte d'éloges pendant ses obsèques. Reste maintenant à tous ses admirateurs de pérenniser ses œuvres. Eh bien, demain, mardi 24 mars 2015, représente le 60e jour après le décès de la défunte maire de Douala 5e. Selon la loi, c'est la date butoir prévue pour l'organisation de nouveaux scrutins pour désigner un nouvel exécutif communal à la mairie de Douala 5e, même si le temps et le temps seront consacrés demain à la célébration de la 30e bougie du RDPC. Eh bien, les potentiels candidats de Douala 5e seront, eux, focalisés sur le scrutin. Eric Martial Ndjomo, dans le reportage qui va suivre, nous propose le mode, mais également les contours de l'organisation de ce scrutin.
C'est un lundi presque ordinaire à la mairie de Douala 5, 48 heures après l'inhumation de celle qui présidait aux destinées de ce lieu. Le parking réservé à Françoise Foning et aux adjoints n'est pas particulièrement fourni en véhicules, seul le 6e adjoint est en place. L'ombre de Françoise Foning n'est pas bien loin puisque même partie les affiches portant son image et des messages de reconnaissance occupent toujours l'entrée et différents coins de la mairie. Son ombre et de nombreux souvenirs d'elle sont encore là 59 jours après son départ. Pourtant, quelques adjoints et conseillers municipaux ont depuis mûri le désir de succession. Ils seront fixés sur leur sort d'ici peu. Selon la loi, la convocation d'une session de plein droit extraordinaire dans ce type de cas peut se faire soit par le préfet, soit par le premier adjoint qui gère les affaires courantes, ou encore le bureau d'âge qui, par ailleurs, présidera la séance. Le prochain maire sera issu du conseil municipal. Quelques adjoints, d'ailleurs, ont depuis affûté leurs armes. Ces adjoints jouissent d'une préséance par rapport aux simples conseillers. Le conseil étant à grande majorité à forte coloration RDPC, il n'est pas exclu que pour l'image du parti, un des adjoints soit investi par la hiérarchie pour éviter une guerre des chefs. Le vote est uninominal à suffrage universel direct et secret. En cas d'absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé avec, en cas d'égalité, une préséance pour le candidat le plus âgé. Les conseillers de l'opposition souhaitent que justice soit faite, notamment avec l'application de la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, une disposition statutaire et non appliquée qui permettra à l'opposition de lorgner un ou deux postes d'adjoint à la mairie de Douala 5e. La convocation du conseil est donc fortement attendue. Nous restons en politique, on parle cette fois-ci de l'actualité autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme on l'annonçait à l'entame de ce journal, qui a 30 ans demain, et ces idées qui s'affrontent au sujet de la prédominance et de l'omniprésence de cette formation politique en 30 ans d'existence. Les acteurs de l'opposition pensent que cela est dû au fait que le RDPC est un parti État, des arguments que rejettent certains cadres de cette formation politique. C'est du moins ce qu'on constate dans ce reportage que nous proposent Joël Essengue et Marcelin Gansop. Aujourd'hui âgé de 30 ans, le RDPC marche sur la République. À l'Assemblée nationale, au Sénat et même au sein des communes, le parti au flambeau a la main mise sur la gestion des affaires. Pour les acteurs de l'opposition, cette omniprésence est due au fait que le RDPC n'est ni plus ni moins qu'un parti État. Il y a d'abord cette grande confusion qui existe dans la tête des Camerounais. Je prendrai tout simplement par exemple le fonctionnaire qui pense que quand on est fonctionnaire, on doit être forcément, même si on ne le désire pas, on n'a pas de choix, on doit être dans le RDPC. Le RDPC a aussi bénéficié de certaines facilités de l'État. Les moyens de l'État sont parfois confondus avec les moyens du parti. C'est le parti administratif, autrement dit, qui fonde sa puissance artificielle sur le découpage administratif du Cameroun, partout là où se trouve un directeur d'école au Cameroun. Ce parti est représenté. Mais il faut le dire que c'est un parti également sans idéologie. Sinon, c'est l'idéologie du népotisme, de la corruption. Ils ont créé ce qu'on appelle, nous appelons des VTT, ventre, tribu, tyrannie. Cet argument est battu en brèche par les cadres du RDPC qui pensent que l'hégémonie de leur parti tient à sa forte capacité d'organisation et de rassemblement. Vous voyez, le RDPC est minoritaire en 1992 avec 88 sièges. Mais nous avons décidé de créer des alliances, n'est-ce pas, avec le MDR de M. Dakoli Daïsala. Quelques années plus tard, n'est-ce pas, le RDPC a commencé à reconquérir des voix puisque les Camerounais se sont rendus compte que ce n'était qu'une période caractérisée par l'euphorie de la démocratie. Moi je dis que c'est surtout le projet politique du chef de l'État qui permet, n'est-ce pas, aux Camerounaises et aux Camerounais d'intégrer les rangs du RDPC et de faire de cette formation politique une formation politique, je dirais, prédominante. Mais jusqu'à quand le RDPC tiendra-t-il debout, comme c'est le cas en ce moment? Ces cadres misent sur une prédominance sans limite. Cette prédominance va continuer d'exister parce que je crois que c'est la voie de la raison qui l'emporte chaque fois, parce que chaque fois que chaque Camerounaise et chaque Camerounais se rend compte qu'elle ou qu'il s'est trompé, n'est-ce pas, il revient à la case de départ. C'est pour cela qu'on est resté dominant jusqu'à nos jours.
Ce que ne partage pas l'opposition, pour qui l'omniprésence du RDPC ira en s'effritant. Au RDPC, dans ce parti administratif, il y a péril en la demeure. Ce n'est que l'heure H qui est attendue, l'instant I qui est attendu pour sa chute fracassante, qui est imminente, qui est même déjà là à nos portes. Les jours à venir, rien ne sera plus comme par le passé, parce que l'opposition a résisté à la grande machine de tricherie, à des fraudes. L'opposition est de plus en plus éveillée et veille, n'est-ce pas, sur l'électorat. Le grand succès du RDPC va bientôt être inversé. Eh bien, peut-on dissocier le RDPC du pouvoir exécutif au Cameroun? Voilà, entre autres questions que nous allons tenter d'élucider dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité. Nous passons à présent à la page étrangère et ça nous amène au Sénégal pour dire que Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. Le juge a en quelque sorte suivi le réquisitoire du procureur qui réclamait une peine de 7 ans de prison, une amende de 250 milliards de francs CFA, la perte des droits civiques et la confiscation des biens de du fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Il faut dire que Karim est jugé depuis le 31 juillet devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour avoir ramassé de manière illicite une fortune de près de 117 milliards de francs CFA grâce à des montages financiers complexes. À titre de rappel, Karim Wade a été désigné samedi dernier candidat à la prochaine élection présidentielle par les militants du Parti démocratique sénégalais, le PDS. L'office de l'ancien président a été élu à une écrasante majorité de 257 voix sur 268. Et bien également cette information en note en sport pour dire que le comité de normalisation a 6 mois pour réviser 5 articles et baliser le chemin en vue de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. L'équipe conduite par le professeur Joseph Oona se félicite de cette autre chance qui leur a été accordée par la FIFA. C'était lors d'un point de presse du côté de Yaoundé. Nous y reviendrons plus en détail sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Information à caractère publicitaire avant la deuxième partie de ce journal. Les étudiants de l'université de Harvard visitent les laboratoires de biopharma. C'était l'occasion pour ces derniers de se faire expliquer le processus de fabrication de l'imposante gamme des produits des laboratoires biopharma. Reportage. Des étudiants de la plus prestigieuse université au monde qui dansent de l'Ambasibé, rien de surprenant, surtout quand c'est le Kenyan qui conduit les troupes. Même Francis Nana, le directeur général des laboratoires Biopharma, a tenu à immortaliser cet instant magique. C'est d'un pas véritablement conquérant que la dizaine d'étudiants de l'université de Harvard arrivent à la direction marketing des laboratoires Biopharma sous la conduite de Francis Nana en personne. Premier arrêt, l'atelier plastique, souffleuse et presse à injection sont objets de curiosité pour les étudiants. Ici, des milliers de flacons et bouchons sont fabriqués quotidiennement. Autre escale, l'atelier sérigraphie ou impression sur plastique. Ici, ce sont les finitions sur biberon Kidou et Mobi, arrivées en brut, calibrage, assemblage, puis direction les marchés. Même attention à l'unité conditionnement cosmétique. Les étudiants de Harvard auront aussi le privilège de rentrer dans le sein des seins, l'unité recherche et développement. C'est le point de départ de toutes les formulations des produits des laboratoires Biopharma. On apprend tous ces concepts à l'école, dans la classe, donc c'est vraiment très intéressant de voir comment ça se passe en réalité. Comme usine, on a fort été impressionnés. Non seulement impressionnant, mais surtout très inspirant, surtout pour nous Camerounais qui vont revenir au Cameroun. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Comme on dit en anglais, if there's a will, there's a way. Donc s'il y a la volonté, c'est possible. Après le tour du propriétaire, les étudiants seront édifiés par la suite sur le parcours de Francis Nana, ses motivations à mettre sur pied le projet ainsi que ses perspectives d'avenir. On a vécu dans une famille très modeste pour ne pas dire pauvre. On se demandait comment on pouvait faire pour changer les conditions de vie de nos frères et sœurs, comment on pouvait changer les conditions de vie du Cameroun. Et puis on a décidé de nous lancer dans cette aventure il y a 10 ans.
Et Dieu aidant, on a réussi à bâtir quelque chose qui peut marcher. Nous exportons dans 22 pays. On emploie aujourd'hui près de 750 personnes. Avec l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire comme prochaine cible. Je pense que c'est un grand moment d'échange intergénérationnel et puis aussi au niveau international entre des personnes qui sont venues découvrir le Cameroun et des personnes qui vivent au Cameroun ou qui sont camerounais. Donc c'était très intéressant, très inspirant. Remise de cadeaux par les étudiants de Harvard. Ils repartent avec un pack, preuve de l'hospitalité légendaire des laboratoires Biopharma. La nouvelle famille Biopharma étudiante de Harvard est donc née. Et ça mérite un détour à l'ouest. Pour cela, on prend les mêmes et on recommence. Belle transition pour nous conduire dans la deuxième partie de ce journal. C'est dans quelques poussières secondes. Cela fait 30 ans que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a vu le jour. C'était un 24 mars 1985 du côté de Fumad, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, beaucoup de personnes assimilent ce parti politique à un parti d'État. À tort ou à raison, pour tenter de comprendre cela, nous recevons un universitaire. Il est socio-politologue, Dr Charles Gadifnan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces différentes réactions que vous avez suivies dans le reportage proposé par Marcelin Gansop parlent du RDPC comme étant un parti omniprésent, un parti prédominant et même un parti État. À tort, c'est à tort ou à raison que l'on avance de tels arguments. Alors, parti au pouvoir, parti proche du pouvoir, parti omniprésent, c'est une constellation de consonances sémantiques qui renvoie à des réalités plurielles. Toujours est-il que dans l'état actuel des connaissances sur la politique, il n'y a qu'un parti politique pour exercer, de fût-ce que de manière partielle ou parcellaire, le pouvoir. Donc c'est difficile de dire d'un parti politique que ce soit un parti qui soit confondu à un État. C'est difficile. Il n'y a aucun parti au monde. L'exercice de l'autorité de l'État ne peut être que partiel ou parcellaire. Et dans le cas d'espèce, le RDPC se positionne comme un parti proche du pouvoir qui exerce une préséance ou une prédominance sur l'exercice de l'État relativement à son poids politique. Est-ce que ce n'est pas une façon de jouer avec les mots quand on connaît la réalité du fait que le président national du RDPC soit également président de la République et lui qui procède à toutes les nominations importantes par décret? Comment un ministre, membre du RDPC, nommé par le président de la République, peut-il se dissocier des fonctions du ministre à militant du RDPC? Est-ce que ces actions ne peuvent pas, d'une manière ou d'une autre, influencées par le RDPC? Ces conclusions relèvent de certaines analyses à la limite échevelées, parce que c'est difficile. Alors, faudrait-il que les postes ministériels soient réservés à certains citoyens ou bien soient réservés aux militants des partis d'opposition? Je ne pense pas. C'est toujours possible de se départir de sa casquette de ministre et de sa casquette de militant. Bien évidemment, on ne va pas chercher dans les calendres grecs pour reconnaître qu'en principe, le militantisme doit différer de l'action politique. Mais le RDPC, si les élections doivent jouer le rôle de systole et de diastole, qui est majoritaire, mais c'est normal que, étant la tête de file de l'action gouvernementale, qu'il puisse recruter des ministres parmi ces militants. Alors, on a un exemple patent comme la journée de demain où, forcément, si on fait le tour dans les différentes administrations publiques, on va constater que la plupart de ces responsables seraient partis à l'anniversaire de la formation politique, ce au détriment des activités de l'État. Ça a quand même un impact sur le bon déroulement. Est-ce que là, on ne peut pas dire que le RDPC c'est un parti? En affirmant avec vous que la plupart supposent que l'exercice du pouvoir est partiel. Ça veut dire qu'il y a quand même certains cadres qui restent. Mais je crois qu'il faudrait plutôt faire une analyse assez différente pour reconnaître que les militants du RDPC semblent se poser ou bien se positionner comme des militants qui ne sont pas attentistes, qui sont avant-gardistes, qui savent planifier et qui savent donc ménager leur monture. Alors la date du 24 mars est connue. Un militant avisé peut justifier soit d'une journée de permission, soit s'est peut-être délesté d'un congé de paternité pour prendre une permission à cet instant précis. Mais j'engage les journalistes à vérifier que
les services de l'État vont fonctionner normalement. Ce n'est pas pour autant une journée de commémoration qui va faire gripper la machine politique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce le fonctionnement de cette formation politique ou alors les actes que posent les membres de cette formation politique? Je crois que c'est une analyse, parce que l'affirmer, c'est d'abord corroborer le point de vue selon lequel c'est tous les hauts cadres de l'administration camerounaise qui sont militants du RDPC. Je crois que c'est une analyse à la limite sclérosée qu'il faut... Du moins, c'est pour ce qui est du gouvernement. On peut essayer de faire juste un simple sondage, on va se rendre compte que la grande majorité de ceux qui composent ce gouvernement font partie du parti. C'est tout à fait légitime et aucun État au monde ne peut concéder la majorité des postes ministériels à des partis qui n'ont pas la majorité ni à l'Assemblée ni au Sénat. Ce n'est qu'une évidence et c'est également ignorer le poids des plateformes gouvernementales qui sont consenties. Nous avons des ministres, il y a comme le RDPC compte combien de ministres d'État, mais il y a des ministres d'État qui sont de l'opposition. La parole d'un gouvernement, elle est portée par, je ne pense pas que le ministre Chiroma soit un militant du RDPC. Donc je crois qu'il y a une rationalité dans l'action gouvernementale et c'est difficile de s'enliser dans des conclusions hâtives et échevelées qui posent à établir, par exemple, que les grands ministères sont portés par le RDPC. Alors, Dr Charles Ngatifna, cette prédominance, cette omniprésence, certains militants des partis d'opposition ont fait mention dans le reportage qui a été diffusé dans ce journal. Est-ce que ce n'est pas en quelque part dû au rôle de ces formations politiques d'opposition qui n'ont pas jusqu'à présent réussi à faire le contrepoids? Non, les exemples pour s'inscrire en marge de cette affirmation sont légion. Vous êtes journaliste. Quel est le parti au Cameroun qui a un ancrage géographique comme celui, comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je ne pense pas. Est-ce que le contexte socio-politique actuel au Cameroun permet à ces formations politiques de véritablement s'exprimer quand on sait qu'il y a toujours une mainmise de l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne l'organisation de leurs meetings et autres? L'analyse sociopolitique de la situation nous porte plutôt à voir les raisons de la prééminence ou bien du fait que le RDPC est le vent en poupe relativement à la substance intellectuelle d'abord de l'élite politique que recrute le RDPC, la logique et la rationalité qu'il y a dans le code de fonctionnement du rassemblement du peuple camerounais, qui reste de toute analyse neutre, le seul parti de toute façon qui charrie les vrais militants politiques. Alors, c'est ces militants en même temps qui, d'après une certaine opinion toujours, profitent des moyens de l'État qui sont mis à leur disposition. On a entre autres la confiscation du patrimoine de l'État, les maisons de partis ont été toutes acquises au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas là également un autre indice qui nous fait, qui démontre que entre le pouvoir exécutif et le RDPC, il n'y a pas de grande différence? Je crois qu'il faut démarquer, il faut distinguer entre ce qui relève de la délation politique ou bien du commérage politique. Vous êtes journaliste, nous attendrons qu'au soir du 24 mars, que les journalistes nous prouvent le contraire, mais je pense que... Le siège du RDPC est toujours logé au Palais des Congrès, c'est un patrimoine national, aucune autre formation politique, voilà entre autres exemples, aucune autre formation n'a son siège là-bas. Aucune source n'a également établi que notre parti ait fait la demande de loger, de prendre ses quartiers généraux au Palais des Congrès et qu'il y ait une fin de non-recevoir qui a été accordée. Merci Charles Ngatifna, sociopolitologue, enseignant à l'Université de Douala, d'avoir bien voulu apporter quelques éléments de réponse en ce qui concerne donc le RDPC qui fête demain son 30e anniversaire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 20 h. D'ici là, nos programmes se poursuivent. Ne zappez surtout pas.